Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation sur la modélisation dimensionnelle. Donc, comme vous le savez, nous avons vu lors de la précédente vidéo de formation l'objectif d'un entrepôt de données. Nous avons également vu les composants d'un entrepôt de données et nous avons vu le vocabulaire de la modélisation dimensionnelle. Donc, si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, je vous invite à regarder la précédente vidéo de formation que vous pouvez trouver en description de cette vidéo de formation. Donc, étant donné que nous avons vu 3 sections lors de la précédente vidéo de formation, nous allons aujourd'hui finir avec l'initiation à la modélisation dimensionnelle à travers la section 4. Donc, cette session va nous permettre de rentrer un peu plus dans le cas pratique, c'est-à-dire de voir les différentes étapes à suivre pour modéliser, donc pour mettre en place un entrepôt de données. Donc, pour cela, nous allons tout simplement suivre le plan ci-après. Donc, en un premier temps, nous parlerons de l'expression de besoin de client. Donc, tout commence par une expression de besoin. Ensuite, nous parlerons de la granularité. Donc, il est très important de connaître le grain du processus à modéliser. Ensuite, nous allons énumérer les différentes règles de gestion. Donc, très important pour avoir donc, les différentes tables de dimensions comme table de fait. Nous parlerons également de la notion de dictionnaire de données. Donc, vous verrez que le dictionnaire de données sera très utile pour communiquer également avec le client. Et nous allons finir par voir la modélisation dimensionnelle de l'entrepôt de données et plus précisément du processus de gestion commerciale et nous allons uniquement parler des ventes. Donc, étant donné que la gestion commerciale est un processus connu par tout le monde, nous allons prendre une partie de la gestion commerciale, c'est-à-dire nous allons travailler que sur les ventes. Donc, la vente va tout simplement être le processus que nous allons modéliser. Voilà. Donc, en un premier temps, nous allons voir l'expression de besoin. Donc, l'expression de besoin se fait par le client. Donc, le client peut vous appeler pour vous faire part de ses besoins ou de ses difficultés. Donc, lors de son appel, vous pouvez en un premier temps convenir avec lui de faire une réunion. Donc, cette réunion peut être via Teams ou même en présentiel. Donc, nous allons, lors de notre formation, nous allons simuler un exemple d'entretien avec le client afin d'entendre et de noter ses différents besoins ou ses différentes difficultés. Tout ceci dans le but de lui fournir une solution d'aide à la prise de décision. Alors, lors de cette réunion, le client va nous faire comprendre que cela fait bien un moment qu'il n'arrive pas à voir les bons indicateurs pour son activité et plus précisément sur les ventes que nous aimerons modéliser. Son chiffre d'affaires est souvent biaisé et ses collaborateurs n'arrivent pas à lui fournir des informations exactes. De ce fait, le client énumère quelques besoins. J'aimerais avoir un tableau de bord montrant le chiffre d'affaires par produit, par client, par jour et par vendeur. Donc, premier besoin énuméré par le client. Ensuite, deuxième besoin, le client aimerait avoir un tableau de bord montrant les quantités vendues par produit, par client, par jour et par vendeur. Ensuite, le client aimerait avoir un tableau de bord montrant le nombre de ventes par produit, par client, par jour et par vendeur. Et si possible, le client aimerait avoir le montant des remises par produit, par client, par jour et par vendeur. Donc, le client vient d'énumérer ces différents besoins. Étant donné que nous avons un profil technique, nous serons amenés à lui proposer une modélisation.
C'est-à-dire, nous allons lui proposer tout simplement une solution de modélisation, mais qui pourra par la suite lui permettre d'avoir un tableau de bord ou ces différents tableaux de bord en fonction de ses besoins. Donc, de ce fait, nous allons quand même poser des questions au client. Donc, étant donné qu'il nous a énuméré ses besoins, nous devons tout simplement lui poser des questions afin de savoir comment faire notre modélisation. Donc, nous pouvons lui demander, pouvons-nous avoir accès à votre base de données opérationnelle? Donc, étant donné que le client possède une base de données opérationnelle, nous pouvons chercher à savoir si nous pouvons avoir un accès en lecture uniquement à cette base de données opérationnelle afin d'exécuter quelques requêtes de sélection. Nous pouvons également lui demander quels sont les éléments essentiels pour le métier sur les produits, les clients et les vendeurs. Donc, pourquoi nous avons parlé de produits, de clients et de vendeurs? Parce que lors de l'expression de besoin du client, il a parlé des notions de produits, de clients et de vendeurs. Donc, il serait pertinent de lui poser des questions à ce sujet. Et nous pouvons également lui demander: avez-vous d'autres informations utiles à nous fournir? Donc, étant donné que le client il vient avec des besoins, c'est sûr qu'il dispose déjà de quelques informations qu'il pourra mettre à notre disposition. Donc, à partir de ces différentes questions, le client va tout simplement nous donner quelques réponses. Donc, du pas des réponses, nous allons simuler des éléments ou des exemples de réponses que le client peut nous fournir. Donc, en un premier temps, le client nous notifie que oui, il possède une base de données opérationnelle, mais nous ne pouvons pas avoir accès à cette base de données opérationnelle. Mais ce qui est évident, qu'il mettra à notre disposition les différents fichiers essentiels pour que nous puissions faire notre modélisation. Donc, nous, après avoir entendu cette réponse de la part du client, nous lui demandons donc quels sont les éléments essentiels pour le métier. Et de ce fait, le client nous dit, nous avons donc la vente qui est super important car nous aimerons tout simplement modéliser le processus de vente. Et il nous notifie donc que pour chaque vente, nous pouvons avoir le numéro de vente. Nous pouvons avoir également la date de vente. Nous pouvons avoir le produit. Donc, pour chaque vente, nous aurons les informations sur le produit, les clients, les vendeurs. Nous aurons également le montant des ventes, donc le montant des remises et la quantité vendue. Également, le client nous dit nous avons le produit et pour chaque produit, nous pouvons avoir le code produit, la description du produit, la sous-catégorie ainsi que la catégorie du produit. Nous avons les éléments également sur le client, notamment l'identifiant du client, le nom et prénom du client, le code postal, la ville, l'adresse ainsi que le type de client. Nous avons également des informations sur les vendeurs ou l'employé. Et donc ici, le client nous notifie que nous avons l'identifiant par exemple de l'employé qui peut être un vendeur. Nous avons son nom et nous pouvons avoir le poste occupé par le vendeur. Donc après avoir eu ces éléments de réponse, nous pouvons en un premier temps, étant donné que nous avons déjà des notions sur le processus de vente, nous pouvons énumérer une liste de tables. Voilà. Et donc, nous allons présenter cette liste de tables au client. Donc ici, nous mettons donc liste de tables disponible dans le système opérationnel. Cela sous-entend que nous avons accès au système opérationnel, bien que cela ne soit pas le cas. Donc, même si vous n'avez pas accès au système opérationnel, les données que le client va mettre à votre disposition viendront tout simplement du système opérationnel. Et donc, vu l'expression de besoin du client, nous pouvons dire que nous aurons la table catégorie qui nous donnera la liste détaillée des catégories. Nous pouvons également avoir la table sous-catégorie, la table produit. Nous pouvons également avoir une table type de client, donc pour connaître la liste des différents types de clients. Nous pouvons également avoir la table client, la table employé, le poste occupé par les employés et nous aurons donc une table vente pour avoir l'entête des ventes et nous aurons également une table détail vente pour avoir le détail des ventes. Donc ces différentes tables, vous pouvez les lister
donc toujours suite à l'expression de besoins de clients. Donc tout dépend de la gestion que vous aimeriez modéliser. Dans notre cas, nous parlons donc de la gestion des ventes, mais dans d'autres cas, vous pouvez toujours essayer d'anticiper sur les éléments essentiels pour une bonne modélisation. Donc, première des choses, comprendre le processus à modéliser. Donc ici, dans notre cas, nous aimerons modéliser le processus de vente. Donc maintenant que nous savons que nous voulons modéliser le processus de vente, nous avons également eu quelques éléments de réponse de la part de clients. Donc avec ces éléments de réponse, nous sommes en mesure de dire donc tout ce qu'il faut, ou nous sommes en mesure de définir les tables essentielles pour faire notre modélisation. Donc après avoir répondu donc au processus de gestion, nous allons maintenant parler de la granularité. Donc qu'est-ce que c'est que la granularité? La granularité revient à déclarer tout simplement un grain du processus. Donc déclarer un grain du processus veut dire spécifier exactement ce que représente une ligne individuelle dans la table de faits. Donc comme vous le savez, la table de faits est la table principale de votre entrepôt de données. Dans cette table de faits ne peut pas exister s'il n'y a pas de table de dimension. Donc étant donné que vous avez une table de faits, vous devez clairement notifier ce que représente une ligne dans votre table de faits. Donc, vous pouvez avoir une ligne avec un niveau de détail le plus fin, comme vous pouvez avoir une ligne agrégée. Voilà. Donc, le grain représente le détail des mesures dans la table de faits. Donc, étant donné que dans une table de faits, nous parlons donc de dimension et de mesure. Donc, la mesure, comme vous le savez, la mesure est tout simplement numérique. Donc, vous pouvez décider d'agréger la mesure, c'est-à-dire d'appliquer des fonctions d'agrégation. Et donc, sur une ligne de votre table de faits, vous devez donc tout simplement dire que le niveau de détail des mesures est soit le niveau le plus fin ou est un niveau agrégé. Voilà. Donc, étant donné que ces notions sont un peu techniques, donc notion de granularité, ce n'est pas forcément une notion simple à comprendre, nous allons proposer un grain au client. Donc, c'est à nous, en tant que développeurs ou analystes, c'est à nous de proposer donc au client un grain. Donc, le client nous a déjà fait part de ses besoins. Nous allons maintenant lui proposer un grain donc, de processus d'analyse. C'est-à-dire quel niveau de détail il peut avoir dans l'entrepôt de données. Donc, en un premier temps, nous allons lui dire que dans l'entrepôt de données, il peut avoir une ligne individuelle sur les ventes. Donc, avoir une ligne individuelle sur les ventes est très simple. Cela veut dire, sur une ligne de la table de faits, il aura le numéro de la vente, il aura le produit, le client, le vendeur, il aura la date de vente, ce qui est important. Il aura le montant des ventes. Il aura le montant des remises et également la quantité vendue. Voilà. Nous pouvons lui dire qu'il peut également avoir un instantané quotidien du montant des ventes de chaque produit pour un client et un vendeur. Donc, dans ce cas, nous allons faire plutôt une agrégation. Voilà. Donc, ce qui est vraiment conseillé lorsque vous faites de la modélisation dimensionnelle est d'avoir des tables de faits avec un grain le plus fin possible. Donc, une fois que vous avez une table de faits avec un grain le plus fin possible, vous augmentez vos chances de répondre à toutes les questions futures du client. Donc, aujourd'hui, le client peut vous faire part d'un besoin. Donc, ce qui vient de citer tout au début de cette formation. Mais demain, le client peut vous dire, j'aimerais avoir d'autres tableaux de bord. Voilà. Donc, lorsque vous voulez modéliser, ne vous limitez pas uniquement aux besoins actuels, mais essayez d'anticiper sur des questions ultérieures. Donc, de cela, nous allons tout simplement avoir dans notre table de faits le grain le plus fin possible. Et en ayant le grain le plus fin possible, nous pouvons même plus tard faire des comparaisons de données avec le système opérationnel.
Donc, après avoir parlé de la granularité, donc deuxième étape, nous allons maintenant voir quelques règles de gestion. Donc, il est important d'énumérer des règles de gestion, car si vous voulez modéliser, cela veut dire que vous serez amené à créer des tables. Dans notre cas, nous aurons à créer deux types de tables, soit les tables de dimension ou les tables de faits. Donc, étant donné que nous serons amenés à créer des tables, nous allons quand même avoir nos différentes règles de gestion pour savoir si dans une table de dimension, quel sera l'attribut clé primaire et quels seront également les autres attributs ou les autres éléments que nous pouvons avoir dans notre table de dimension. Et même principe pour les tables de faits. Voilà. Donc, la première règle de gestion que nous pouvons énumérer est tout simplement qu'un produit a un code unique. Également, nous avons comme règle de gestion, un produit possède une description, une sous-catégorie ainsi qu'une catégorie. Un client a également un identifiant unique. Donc, une fois que vous entendez identifiant unique, cela veut dire tout simplement que dans la table client, vous aurez une clé primaire qui va être l'identifiant unique. Voilà. Ensuite, vous avez une quatrième règle de gestion. Un client possède un nom et prénom, un code postal, une ville, une adresse et un type de client. Donc là, nous énumérons tout simplement les attributs de la dimension client. Ensuite, nous avons comme règle de gestion, un vendeur est un employé. Donc, étant donné que l'employé d'une société peut occuper le poste de vendeur. Voilà. Et donc, l'employé a un identifiant unique. Et également, un vendeur a un nom et occupe un poste au sein de l'entreprise. Donc, après avoir énuméré les règles de gestion, nous allons maintenant parler du dictionnaire de données. Donc, le dictionnaire de données permet d'énumérer les dimensions et indicateurs, donc ou mesures attendues. Donc, ce dictionnaire de données peut être présenté sous forme de fichier Excel comportant deux onglets. Donc, le premier onglet va nous permettre de lister les dimensions ou axes d'analyse et le deuxième sera sur les indicateurs. Donc, ce document a une vision technique, mais également une vision client. Et donc, il est important, avant même de commencer par faire votre modélisation, d'énumérer les dimensions que vous pouvez avoir et les indicateurs que vous pouvez également avoir. Donc, nous mettrons à votre disposition une liste d'attributs de dimensions. Donc, comme vous pouvez le voir, cette liste, nous l'avons obtenue tout simplement à partir donc, du recueil d'informations que nous avons eu chez le client. Voilà. Donc, précédemment, nous avons parlé donc de règles de gestion. Nous avons parlé donc des différentes tables à avoir. Et là, le client également nous a donné quelques éléments de réponse. Donc, tout cela nous amène donc à avoir notre dictionnaire de données et donc au niveau de l'onglet dimension, à énumérer les attributs de dimension. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous pouvons avoir comme attribut de dimension le code produit. Donc, ce qui veut dire tout simplement que le client pourra effectuer des analyses sur le code produit. Donc, de la même manière, nous avons la description de produit, nous avons les sous-catégories, nous avons les catégories. Voilà. Et pareil pour le client, nous avons des informations sur l'identifiant, le nom, le prénom, le code postal, la ville, ainsi que l'adresse et pour finir, le type de client. Et nous avons également des informations sur la date de vente et nous avons l'information sur l'identifiant de l'employé qui est le vendeur. Nous avons son nom et nous avons le poste occupé par l'employé. Voilà. Et là, le client peut vous fournir donc des valeurs prédéfinies que vous pouvez toutefois renseigner dans votre dictionnaire de données. Après cela, nous avons également l'onglet indicateur que nous devons renseigner. Et à ce niveau, nous allons tout simplement afficher la liste des indicateurs. Donc ici, nous avons la quantité vendue, nous avons le montant des ventes, nous avons le montant des remises et nous avons le nombre de ventes. Donc, pour chaque indicateur, vous pouvez déjà avoir une liste de rapports possibles que vous pouvez créer. Donc, il est important de présenter cela sous cette forme
car le client, directement quand il voit l'onglet indicateur, il sait que pour chaque indicateur, qu'il pourra donc avoir ses différents rapports et cela déjà peut le rassurer, bien que vous n'ayez pas encore fait votre modélisation dimensionnelle. Donc déjà, c'est vraiment la phase en amont, c'est ce qu'il faudra faire, ce qu'il faudra présenter au client pour lui dire, voilà, le système que nous allons modéliser vous permettra donc à partir des indicateurs d'avoir tel nombre de rapports. Voilà. Donc si nous prenons l'exemple des quantités vendues, nous pouvons avoir comme rapport la quantité totale par produit, par sous-catégorie et catégorie, ce qui veut dire que nous allons dédier un tableau de bord unique où nous allons parler que des produits, des sous-catégories et des catégories de produits. Nous pouvons également avoir un tableau de bord unique où nous pouvons parler que des clients, donc quantité totale par client, par type de client et par ville. Pareil, nous pouvons avoir un tableau de bord où nous pouvons avoir la quantité totale vendue par jour, par mois, par trimestre, par semestre et par année. Et pareil, nous pouvons avoir la quantité totale vendue par employé. Voilà. Donc, cela est vraiment important, comme je l'ai dit, de présenter ce document au client afin de lui montrer donc les dimensions ou les axes d'analyse ainsi que les indicateurs que vous pouvez avoir. Voilà. Donc maintenant que vous avez tous les éléments essentiels qu'il faut, c'est-à-dire vous avez déjà le processus de vente, donc à l'issue de l'expression du besoin du client, vous connaissez déjà la granularité de votre processus de vente. Donc comme nous l'avons dit, nous aurons donc une ligne de vente dans notre table de faits. Vous connaissez déjà les différentes tables que vous pouvez créer. Voilà. Et là maintenant, il suffit tout simplement de choisir le modèle à utiliser pour votre modélisation dimensionnelle. Donc comme vous le savez, dans la modélisation dimensionnelle, il existe deux types de modèles. Nous avons le modèle en étoile et nous avons le modèle flocon. Donc nous allons uniquement opter pour le modèle en étoile, donc qui se présente comme suit. Donc nous allons tout simplement vous expliquer ce modèle. Donc le modèle en étoile va simplifier le nombre de tables que vous pouvez avoir dans le modèle en flocon. Voilà. Donc en un premier temps, comme vous pouvez le voir, vous avez les différentes tables de dimensions et vous avez la table de faits qui se retrouve au milieu. Donc pour rappel, chaque table de faits parle d'un processus de l'entreprise. Donc une table de faits correspond à un processus de l'entreprise. Dans notre cas, notre table de faits parle des ventes. Voilà. Donc, nous avons dit que pour les ventes, il nous faudra des informations sur les produits, sur les clients, sur l'employé ou le vendeur. Il nous faudra connaître la date de vente et nous devons également avoir le numéro de vente. Voilà. Et donc, pour chaque ligne, nous aurons donc la quantité vendue, le montant des ventes, le montant des remises, ainsi que le nombre de ventes. Voilà. Donc pour cela, nous allons d'abord créer les différentes tables de dimensions. Donc ici, nous avons déjà utilisé un outil, donc Star UML, pour créer ce modèle, donc ce modèle dimensionnel que vous pouvez voir. Voilà. Donc en un premier temps, nous avons la table de dimension calendrier. Donc je dirais cette table est une table inévitable. Pourquoi inévitable? Parce que lorsque vous faites de la BI, lorsque vous êtes amené à faire de la modélisation, il est conseillé d'avoir une table calendrier. Donc cette table va tout simplement contenir toutes les dates possibles que vous pouvez avoir avec d'autres attributs importants pour votre gestion. Donc ici, nous avons mis quelques attributs, mais vous pouvez ajouter autant d'autres attributs possibles sur une date. Voilà. Donc là, nous avons en un premier temps un identifiant DIM calendrier. Donc l'identifiant DIM calendrier est un identifiant technique. Donc c'est une clé technique que vous allez créer. Cette clé technique sera tout simplement auto-incrémentée et va permettre d'identifier une ligne de votre table de dimension calendrier. Donc, il est vraiment important, lorsque vous faites de la BI, d'opter pour les clés techniques. Pourquoi opter pour une clé technique? Parce que cela vous permet déjà
d'avoir dans votre table de dimension une clé qui permet donc d'identifier chaque ligne. Et lors des jointures, vous allez voir que cela est beaucoup plus facile de faire des jointures entre entiers que de chercher à utiliser des clés proposées par le métier. Voilà. Donc, c'est toujours mieux de dissocier les clés proposées par le métier des clés que vous allez utiliser dans votre modélisation. Voilà. Mais toujours est-il que pour chaque clé technique, vous devez donc avoir une clé métier. Voilà. Donc ici, la table de dimension calendrier, nous l'avons créée nous-mêmes. En tant qu'analyste, nous l'avons créée nous-mêmes. Cela ne provient pas forcément des informations fournies par le client, mais étant donné que le client nous a parlé de la date de vente, nous avons jugé utile de créer une table calendrier. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Une fois que vous voulez modéliser, que vous entendez parler de date dans votre gestion ou dans votre processus, vous devez donc tout simplement avoir une table calendrier qui va vous permettre d'avoir toutes les informations utiles sur une date. Ensuite, nous avons la table de dimension produit. Donc, cette table de dimension produit a été fournie en quelque sorte par le client. Pourquoi par le client? Donc, lors de la précédente formation, j'avais dit que pour retrouver les dimensions, il suffit tout simplement donc, de mieux entendre l'expression de besoin ou de poser des questions très simples. Donc, le client au début nous disait « J'aimerais avoir le nombre de ventes par produit ». Donc, le fait de dire « par produit » nous amène tout simplement à conclure que le produit est une dimension. Donc, nous avons eu cette confirmation lors des questions que nous avons posées également au client et lors des différentes réponses que nous avons eues. Voilà. Et donc, pour rappel, nous avons également vu les règles de gestion et lors des règles de gestion, nous avons su également qu'un produit a un code unique et possède quelques attributs. Voilà. Donc, étant donné que nous optons pour des clés techniques, nous avons tout simplement défini une clé ici dans la table produit. Voilà. Donc, ici, nous avons une clé identifiant 10 produits. Donc, cette clé primaire, qui est la clé primaire de la table produit, est tout simplement une clé technique. Donc, une clé auto-incrémentée, mais pour chaque numéro, vous pouvez associer un code produit unique. Voilà. Et donc, pour alimenter la table de dimension produit, nous avons d'autres champs. Donc, nous avons le code produit, nous avons la description du produit, nous avons le code sous-catégorie, la description sous-catégorie, le code catégorie ainsi que la description catégorie. Donc, comment construire cette table de dimension? Cela est vraiment très simple. Le produit, vous avez déjà énuméré les éléments essentiels pour le produit. Donc, un produit, comme vous le savez, a un code, a une description, a une sous-catégorie et a une catégorie. Donc, ces informations sont uniques au produit et donc, il est important déjà d'embarquer toutes ces informations ou tous ces éléments dans votre table de dimension. Donc ici, nous parlons de produits, mais je le dis, pour d'autres gestions que vous aurez à faire, essayez juste de garder cette vision d'analyse dans votre tête et comme cela, vous pouvez facilement réussir votre modélisation. Donc, il suffit d'avoir pour chaque dimension, donc pour chaque dimension clé, les éléments qui sont vraiment uniques à cette dimension. Donc ici, un produit, donc pour rappel, a un code, une description, une sous-catégorie, une catégorie. Voilà. Et donc, pour aller un peu plus dans le détail, nous avons mis le code, nous avons mis la description et nous avons mis le code catégorie ainsi que la description catégorie. Voilà. Comme cela, nous sommes sûrs d'avoir tous les éléments essentiels qu'il faut pour le produit et donc facilement, le client il pourra effectuer des analyses soit sur le code produit, soit sur la description du produit, soit sur le code sous-catégorie, soit sur la description sous-catégorie, soit sur le code catégorie ou soit sur la description catégorie. Voilà. Et après, nous avons la table de dimension client. Donc, pourquoi la table de dimension client? Parce que le client, comme vous le savez, a une dimension et le client, c'est celui qui vient acheter chez nous. Donc, il est important quand même d'avoir des informations sur le client et ces informations, nous les avons eues tout simplement lors des différentes
entrevue que nous avons eue avec le client. Donc, les éléments de réponse que le client nous a apportés, les règles de gestion que nous avons définies, tout cela nous amène à déduire notre table de dimension. Donc, même principe, nous avons dans notre table de dimension une clé technique. Donc, la clé technique ici est l'identifiant DIM client. Donc, pareil, une clé auto-incrémentée. Pour chaque numéro, donc pour chaque clé technique, vous aurez tout simplement un identifiant qui est l'identifiant unique du client. Voilà. Et pareil, vous aurez donc le nom du client, le prénom, le code postal, la ville, l'adresse, le code type client, ainsi que le libellé type client. Voilà. Donc, nous stockons quand même dans notre base du système décisionnel les informations sur le code. Cela peut ne pas forcément être utile comme cela peut être utile plus tard. Donc, vu que nous essayons d'anticiper sur des questions ultérieures à venir, nous avons opté pour le choix des codes types au lieu de garder uniquement les libellés, par exemple, dans les tables de dimension. Voilà. Ensuite, nous avons la table de dimension employé. Donc, employé, pourquoi? Parce que l'employé est tout simplement un vendeur. Donc, pour ne pas se limiter uniquement au vendeur, nous avons voulu créer une table employé. Donc, étant donné que le client nous a fourni également des éléments de réponse, nous allons lui dire, donc nous aurons une table de dimension employé. Cette table de dimension, pareil, possède un identifiant unique qui est une clé technique. Et en même temps, vous voyez, vous avez l'identifiant employé qui est une clé métier. Donc, ce qui veut dire que le client nous fournit donc les informations métiers, mais nous, dans notre table employé, nous avons décidé d'avoir également une clé technique. Donc, toutes ces clés techniques sont tout simplement des clés donc, qui vont s'incrémenter. Voilà. Et là, également dans la table employé, nous avons le nom et prénom de l'employé. Nous avons le poste occupé par l'employé, donc à travers le code ainsi que le libellé. Voilà. Donc là, nous venons de lister les 4 tables de dimension que nous pouvons avoir. Donc, après avoir listé les 4 tables de dimension, vous savez tout simplement maintenant qu'il faudra avoir la table de fait. Donc, la table de fait, comme je le disais, est vraiment la table principale pour une modélisation dimensionnelle. Donc, cette table de fait va tout simplement comporter les clés des dimensions ainsi que les mesures. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un attribut supplémentaire que nous appelons numéro de vente. Donc, avant de parler du numéro de vente, nous allons en un premier temps voir l'identifiant DIM calendrier. Donc, l'identifiant DIM calendrier est tout simplement une clé étrangère. Pourquoi une clé étrangère? Parce que l'identifiant DIM calendrier se retrouve dans la table de dimension calendrier. Donc, vous voyez là, ID, donc identifiant DIM calendrier, va migrer dans votre table de fait. Donc ici, vous avez l'identifiant DIM calendrier, mais qui doit être également présent dans la table de dimension calendrier. Voilà. Donc même principe pour l'identifiant DIM produit. Pareil, une clé étrangère. Donc cette clé doit être présente dans la table de dimension produit. Pareil pour l'identifiant DIM client, ainsi que l'identifiant DIM employé. Voilà. Donc là, nous avons le numéro de vente. Donc nous avons dit que dans notre table de fait, nous aimerons aller au niveau de détail le plus fin. Donc étant donné que nous aimerons aller au niveau de détail le plus fin, il nous faudra donc avoir également dans notre table de fait le numéro de vente. Donc ce qui veut dire pour une vente, donc à travers son numéro, vous aurez l'information sur la date de vente. Mais là, dans la table de fait, nous ne mettons pas directement la date de vente parce que la date de vente vient déjà de la table calendrier. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement lui mettre l'identifiant, la clé qui va nous permettre d'obtenir plus tard la date de vente. Voilà. Donc ici, nous lui mettons donc l'identifiant DIM calendrier. Et pareil pour les autres attributs. Voilà. Donc, après avoir énuméré les clés de dimension ainsi que les dimensions dégénérées, donc nous l'appelons dimension dégénérée parce que ce numéro de vente n'a pas du tout de table de dimension. Mais pourtant, c'est une dimension parce que à partir du numéro de vente, nous pouvons effectuer des analyses.
Voilà. Donc, c'est une dimension qui existe, mais qui n'a pas besoin de la création d'une table de dimension. Voilà. Donc, nous n'aurons pas besoin de créer une 5e table de dimension que nous allons nommer numéro de vente, non. Étant donné que cette information est directement rattachée à la table de fait, nous pouvons tout simplement mettre le numéro de vente dans la table de fait. Voilà. Et après, vous avez les mesures. Donc ici, nous avons la quantité vendue, le montant des ventes, le montant des remises, ainsi que le nombre de ventes. Voilà. Donc ici, nous mettons nombre de ventes, mais vous allez voir normalement que le nombre de ventes aura toujours comme valeur 1. Donc l'avantage de mettre nombre de ventes est que facilement, nous pourrons faire la somme. Mais si nous n'avons pas mis nombre de ventes, nous serons amenés à faire un count. Donc utiliser la fonction d'agrégation count sur le numéro de vente pour connaître le nombre de ventes par produit, par client ou par employé. Voilà. Donc voilà, nous venons d'expliquer le modèle décisionnel ou l'entrepôt de données donc ainsi proposé. Donc comme je l'ai dit, ici nous parlons du processus de vente. Ce qui est important à retenir est que lorsque vous voulez faire de la modélisation, la première des choses est de bien écouter le besoin du client. Le client va vous faire part de ses besoins et à partir de là, vous devez définir le processus à modéliser. Vous pouvez être amené à avoir plusieurs processus. Donc, si vous avez plusieurs processus, sachez que vous devez créer autant de tables de faits. Voilà. Ensuite, vous devez quand même définir la granularité. Donc, le niveau de détail auquel vous aimeriez atteindre. Donc, le niveau de détail de vos différentes mesures. Est-ce que vous aimeriez avoir un niveau de détail le plus fin ou est-ce que vous voulez faire directement une agrégation dans votre table de faits? Donc, tout cela se décide soit avec le client, voilà, ou vous pouvez également faire une proposition au client. Mais ce qui est important et ce que je vous conseille est toujours de chercher à aller au niveau de détail le plus fin. L'avantage d'avoir un niveau de détail le plus fin est que vous essayez de rester plus large. C'est-à-dire, demain, quand le client va vous poser d'autres questions, vous pouvez tout simplement répondre à ces questions et vous verrez même que pour faire du monitoring, c'est-à-dire pour faire de la vérification avec le système opérationnel, avec un niveau de détail le plus fin, vous pouvez facilement comparer votre système décisionnel à votre système opérationnel. Voilà. Donc, après avoir parlé de la granularité au client, vous pouvez également avoir une liste de règles de gestion. Donc, comme vous le savez, pour faire de la modélisation, il est important d'avoir une liste de règles de gestion. Donc, la règle de gestion ou les règles de gestion vont vous permettre tout simplement de créer vos différentes tables et de savoir quels seront les attributs clés ou quels seront les attributs de champ ou quels seront tout simplement des attributs dans telle table. Voilà. Après, vous allez créer un document qu'on appelle dictionnaire de données. Donc, un document utile pour vous, mais qui peut être également présenté au client. Donc, ce document va tout simplement présenter la liste des dimensions ou des attributs de dimension. Et également, vous allez donner pour chaque dimension des descriptions métiers. Voilà. Et là, vous aurez également un onglet qui sera dédié uniquement aux indicateurs. Et pareil, vous allez faire la liste des indicateurs et des possibles rapports que vous pouvez avoir avec ces indicateurs. Voilà. Et pour finir, une fois que vous avez tous ces éléments, vous pouvez maintenant faire votre modélisation. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous avons vu la modélisation en étoile et nous serons tout le temps amenés à faire que de la modélisation en étoile. Voilà. Donc, le modèle en étoile est beaucoup plus simple et donc cela vous permet donc tout simplement d'avoir votre table de faits et autour de votre table de faits, vous aurez les différentes tables de dimensions. Et comme nous pouvons le remarquer ici dans notre modélisation, nous avons un numéro de vente mais qui est tout simplement une dimension dégénérée, c'est-à-dire une dimension qui ne nécessite pas la création d'une table de dimension. Voilà. Et aussi, nous avons vu qu'il est important d'avoir des clés techniques. Donc, pour chaque table de dimension, il est conseillé de créer une clé technique et comme cela, vous allez tout simplement mieux dans votre entrepôt de données identifier les différents clés métiers que le client met à votre disposition. Voilà. Donc voilà, nous venons de voir ensemble la mise en place d'un entrepôt de données. Donc, nous avons vu les différentes étapes à suivre
Et cela nous a tout simplement amené à avoir notre modèle dimensionnel. Voilà. Donc, nous allons toujours poursuivre dans d'autres vidéos que je mettrai en ligne sur cette chaîne. Nous allons poursuivre avec l'apprentissage de la modélisation dimensionnelle. Nous allons voir d'autres cas pratiques. Donc, je mettrai en ligne d'autres mini-projets sur la modélisation dimensionnelle. Nous parlerons de d'autres sujets. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé du processus de vente. La prochaine fois, donc pour la prochaine vidéo, nous allons parler du processus des dépenses. Donc ici, nous allons complètement changer de domaine. Ce ne sera plus la gestion commerciale, mais nous parlerons de la gestion des budgets. Voilà. J'espère que cette formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.